Ne pouvant m'extraire, je prononcerai les quelques mots d'ici. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, chers collègues, maîtres, Monsieur le Président de l'Association d'Espus, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers doctorants. La faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'Université de Strasbourg est très honorée d'avoir été sollicitée par l'Association des étudiants en droit pour présider ce jury composé de membres éminents en cette finale de la 8e édition du concours Oratio. Dès à présent, je souhaite adresser mes félicitations à l'association d'Espus. Depuis plusieurs mois, en effet, les doctorants et jeunes docteurs en droit accompagnent les étudiants dans ce concours afin que celui-ci bénéficie de toute la qualité scientifique requise. Je voudrais également exprimer mes remerciements à Madame Dervaux, qui nous rejoindra tout à l'heure, présidente de l'AES, ainsi qu'à vous, Monsieur Guigues, qui présidait le pôle Oratio de l'AED. Celui-ci, et nous le complimentons, a su relever le défi de l'innovation en proposant cette année une nouvelle forme de concours. Plusieurs nouveautés sensibles marquent cette 8e édition. Sur le fond, 2 parcours ont été mis en place, l'un juridique, l'autre général. Cette volonté veut très certainement faire écho à l'Universitas de la capitale européenne qui reconnaît les spécificités disciplinaires tout en encourageant l'approche interdisciplinaire. La nouveauté s'impose aussi sur la forme, puisque cette édition a préféré l'architecture wilhelmienne revisitée par Nicolas Michelin à celle de Roger Hummel et de Maurice Bourstein. Je parle naturellement de la faculté de droit. Alors, Monsieur Guigues, laissez-nous vous poser une question. Pourquoi avoir choisi la BNUS? Il est vrai que ce haut lieu du savoir et de la culture a déjà reçu certaines manifestations organisées par la faculté et l'IEJ. Nous faisons ici naturellement référence au festival Justice en Culture, réalisé sous la direction de M. Quentin Urban. Il est vrai aussi que l'accueil de M. l'administrateur de la BNUS est toujours des plus appréciables. Mais encore, le mystère s'épaissit et la curiosité s'aiguise. Pourquoi, en effet, avoir choisi ce lieu pour tenir un concours intitulé « Secret d'éloquence à travers les âges ». Monsieur Guigues, son équipe et les doctorants et jeunes docteurs qui l'entourent nous mettent à l'épreuve. Mais pour peu de temps, fort heureusement, le doyen mène l'enquête et déduit que les organisateurs, à l'esprit agile, comme il est convenu de le dire aujourd'hui, souhaitaient sans doute nous voir évoquer en cette occasion la figure de Jean-Daniel Schöpflin, dont la bibliothèque privée formera d'ailleurs au XVIIIe siècle une part importante de la bibliothèque de Strasbourg. À l'époque de l'âge d'or universitaire de Strasbourg, l'Alsacien de l'Europe des Lumières devient titulaire de la chaire professorale d'histoire et d'éloquence à l'université luthérienne. Fondateur de la méthode historique, Schöpflin nous donne ainsi la clé de l'énigme, puisqu'en sa personne se trouvent rassemblés l'université, la bibliothèque et l'éloquence. Ainsi, sous les auspices de Schöpflin, je nous souhaite une très belle joute oratoire
et adresse tous mes vœux aux compétiteurs. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, chers candidats, cher public, soyez les bienvenus à la finale du concours d'éloquence Horatio pour cette 8e édition, Secret d'éloquence à travers les âges. Pour répondre à Madame le doyen, qui a déjà répondu en partie, le choix de la BNU n'est pas anodin, effectivement. Vous savez que beaucoup d'étudiants aussi travaillent durement, surtout les week-ends, donc il nous a semblé nécessaire d'élargir encore plus le concours à l'ensemble des étudiants de l'UNISTRA. Organisé annuellement par l'Association des étudiants en droit de Strasbourg, Horatio est ouvert à tous les étudiants de l'UNISTRA. L'éloquence est un art, une compétence universelle, que tous ici, oui, tous ici, vous pouvez acquérir. Nous nous devons d'organiser un concours pour donner la possibilité aux étudiants d'améliorer au mieux leurs aptitudes oratoires. Ce sont des qualités essentielles pour leur future vie professionnelle et même plus largement dans leur vie quotidienne. Horatio n'est pas qu'un simple concours de plaidoirie. Il est bien sûr attendu des candidats qu'ils fassent preuve de persuasion, mais ils devront également faire preuve de conviction, d'originalité, d'humour et de ténacité. Nous remercions ainsi d'ores et déjà les 4 finalistes d'avoir répondu présent pour cette ultime phase du concours. Ils auront réalisé un magnifique parcours. Nous avons pu voir tout au long du concours leur progression. Nous remercions également l'ensemble des participants. Vous avez osé vous lancer et saisir votre chance. Il n'est pas évident de prendre la parole en public et vous avez su faire preuve de courage face à l'adversité en vous lançant dans ce projet plus qu'enrichissant. Chers candidats, merci à vous. Cher public, cet après-midi, vous allez assister à 2 finales. Car l'édition d'Horatio, cette année, et comme ça a été très bien rappelé, a la particularité de s'organiser en 2 parcours. D'un côté, le parcours juridique, réservé au master de droit, et de l'autre côté, le parcours général, qui est ouvert à toutes les licences de l'UNISTRA dès la 2e année d'études. L'édition Secret d'éloquence à travers les âges met un point d'honneur à l'histoire, avec un grand H. Cette dernière a su être visitée par les orateurs. Ils auront plaidé sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge, sur la période révolutionnaire. Et aujourd'hui, pour l'ultime dénouement de ce concours, les candidats se pencheront tout particulièrement sur le XXe siècle. Mesdames et messieurs, pour la finale du concours Horatio, nous avons la chance et surtout l'honneur d'accueillir parmi nous un jury exceptionnel, en parfaite harmonie avec la thématique historique. Tout d'abord, nous avons l'honneur de vous présenter le président du jury de cette finale, Madame Tuffery-Andrieux, doyen de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg. Madame le doyen, nous tenons à vous remercier de votre présence et de votre engagement dont vous avez su faire preuve. Cet après-midi, nous ne doutons pas que vous saurez rendre cette finale historique. Madame le doyen, merci à vous. Ensuite, nous avons la chance, l'honneur de vous présenter Monsieur Bernard Michon, ancien président de l'université Marbloch, disposant de d'autres titres universitaires. Il est en charge de sciences sociales et il a été le fondateur de l'OVH, l'université, permettez-moi de me rappeler, l'UOH, l'Université ouverte des humanités, dont il en est le créateur en 2006. Et comme vous le savez, nous essayons d'élargir le concours et l'éloquence au-delà de la faculté de droit. En qualité d'ancien président de l'Université Marbloch, votre présence ici est plus que significative. Monsieur Michon, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Monsieur Jean-Yves Marc, doyen de la faculté des sciences historiques. Vous connaissez le concours pour y avoir siégé l'année dernière. Vous connaissez le thème de notre édition. Il était tout naturel de vous réinviter pour cette 8e édition. Monsieur Marc, merci d'être présent avec nous cet après-midi. Nous tenons également à accueillir Maître Bocquet, avocate au barreau de Strasbourg, ancien étudiant de la faculté de droit et ancien membre de l'association des étudiants en droit. Vous saurez pleinement tester les connaissances juridiques de nos candidats. Maître Etienne, nous
nous vous remercions de votre présence. Enfin, nous vous présentons Monsieur Pierrick Bruyas, doctorant en droit de l'Union européenne et président de l'association DESPUS. Monsieur Bruyas, merci d'être présent. La finale sera celle du parcours juridique. Dans quelques minutes, vous allez assister à la première joute. Nos deux candidats ici présents, Madame Estelle Dollier et Monsieur Mehdi Khalid Raoui, devront répondre au sujet suivant. L'histoire est-elle un rapport de force permanent? Estelle, vous êtes originaire de Normandie et de Bretagne. Vous préparez le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Vous m'avez fait part que le concours vous aura déjà apporté, sur différents aspects, et plus particulièrement une expérience pour vos futurs oraux. Mehdi, vous êtes étudiant en Master 1 en droit pénal et sciences criminelles. Vous aussi, vous en êtes à votre première participation. Vous avez eu affaire à de solides adversaires, dont Estelle en quart de finale. Et aujourd'hui donc, cela sera un match retour. Estelle et Mehdi, merci d'être présents parmi nous. En tant qu'organisateur, il me reste à annoncer de brefs remerciements, ça ne va pas être très long. Premièrement, je souhaitais remercier les bénévoles de l'Association des étudiants en droit, ainsi que les membres du conseil de gestion, qui se seront mobilisés tout au long du concours. J'ai une pensée particulière pour Monsieur Alexandre Materon, très cher acolyte et binôme, organisateur du concours, qui malheureusement a un empêchement aujourd'hui. Ensuite, nous remercions la présidente de l'AED, Madame Morgane Dervaux, qui arrivera sous peu, pour l'aide et la confiance qu'elle nous aura accordée. Aussi, tout au long du concours, se sont mobilisés les membres de l'association DESPUS, en siégeant en tant que jurés. Je pense ainsi tout particulièrement à Monsieur Bruyas et Monsieur Place qui ont su rendre le concours possible. Nous tenions encore à remercier Madame le doyen, sans qui nous n'aurions pu faire ce concours comme il en est aujourd'hui, puisque cette année encore, la faculté de droit a su mettre à disposition gracieusement ses locaux. Il était également à remercier l'ensemble du personnel administratif qui a su nous accompagner et rendre possible l'existence de ce concours. Madame le doyen, merci à vous. Et enfin, à titre personnel, je remercierai mon proche entourage qui m'aura soutenu dans cette démarche. Sans plus tarder, je vais quand même rappeler les règles d'une joute. Une joute qui se déroule en 3 phases. D'abord, Estelle et Mehdi vont devoir réaliser une plaidoirie d'une durée de 7 à 10 minutes. Donc on leur a imposé une position à prendre, soit l'affirmative, soit la position de la négative. Ensuite, il y aura le temps de réplique et de duplique, qui consiste à répondre à la plaidoirie et uniquement à la plaidoirie de l'adversaire. Attention. Et enfin, nous rentrerons dans la phase des questions du jury, la plus intéressante, puisqu'il s'agira à la fois de questions collectives, de questions communes, sur tout. Sans plus tarder, je vous souhaite à tous une très bonne finale. Mehdi et Estelle, je vous prierai de vous préparer. Nous invitons donc les concurrents à prendre place. Je tiendrai par devers moi le chronomètre. Et donc avec l'accord de Monsieur Guigues, que je ne vois pas très bien parce que nous sommes éblouis, mais néanmoins, je sais que vous êtes là et c'est bien là l'essentiel, je ferai office de maître du temps si vous en êtes d'accord. Très bien. Parfait. Donc là, le sujet de la première joute parcours juridique. L'histoire est-elle un rapport de force permanent? Monsieur Mehdi Khalid Raoui commencera la joute en premier pour 10 minutes. Et Madame Estelle Dollier répondra par la négative pendant 10 minutes, à la suite de quoi, et cela vient d'être dit, il y aura réplique des candidats. Monsieur, vous avez la parole.
Mesdames, Messieurs les membres du jury, chères contradictrices, très cher public, j'ai l'honneur et le privilège d'être devant vous cet après-midi pour traiter de la question suivante. Alors, l'histoire est-elle un rapport de force permanent? Attardons-nous quelques instants sur les termes du sujet. Un rapport de force pouvant être défini comme l'état de compétition qu'il peut exister entre plusieurs parties, qui opposent leur pouvoir, et ce pouvoir pouvant être de différentes natures, physique, intellectuelle, économique ou technologique. Et l'histoire avec un grand H, c'est la science de la recherche du passé. C'est la connaissance d'autrefois. L'histoire, mesdames, messieurs, est assurément une période de temps extrêmement élargie. Et c'est pourquoi, pour les besoins de ma plaidoirie, je restreindrai le sujet à l'histoire de l'humanité. Alors l'histoire ne serait donc qu'une question de compétition de pouvoir, militaire, économique, idéologique. N'y a-t-il donc pas de place pour l'amour, pour le partage ou pour la tolérance? Alors cette hypothèse, froidement apathique, je vous l'accorde, s'avère pourtant être la stricte vérité. Alors de grâce, faisons fi du politiquement correct le temps de ma plaidoirie, enlevons ces masques de pacifistes, d'humanistes, voire d'insoumis pour les plus égarés d'entre nous, et contemplons la réalité d'antan, sans honte ni pudeur. Alors oui, je l'affirme devant vous aujourd'hui, l'homme a perdu de sa superbe. Il a oublié, depuis que les drones font la guerre à sa place et qu'ils chassent dans les rayons des supermarchés, que l'histoire n'est rien d'autre que la trace que les plus forts laissent derrière eux. Si ce postulat, aussi incommodant soit-il, est vrai, alors l'histoire voudrait que l'on retienne en permanence ceux qui ont été les plus forts. Premièrement, nous remonterons le temps et vérifierons à travers les âges que la loi du plus fort, n'en déplaise aux publicistes, a toujours été la norme suprême. Puis je m'attacherai à démontrer que les grands événements de notre histoire, et en particulier du XXe siècle, sont le fruit de rapports de force. Alors je commencerai par citer un très grand philosophe, Al Capone, qui a dit « On obtient beaucoup plus avec un mot gentil et un pistolet qu'avec un mot gentil tout seul ». Alors cette phrase explique pourquoi de tout temps, c'est la force physique, la violence qui a souvent été utilisée pour marquer l'époque. Il faut bien admettre que les progrès techniques et scientifiques ont souvent été au service des querelleurs qui s'en sont servis et qui ont trouvé par-delà un nouveau moyen de découper avec plus de facilité ses ennemis, d'étendre davantage son territoire ou d'asseoir un peu plus sa domination. La violence, mesdames et messieurs, c'est le moyen d'inscrire son nom dans les pages de l'histoire. Et je parle sous l'autorité de Attila le Hun, d'Alexandre le Grand, de Napoléon Ier ou de B2OBA. Empire romain, byzantin, mongol, britannique, espagnol, napoléonien, voilà autant d'États qui ont marqué l'histoire pendant des siècles et qui encore aujourd'hui passionnent les historiens. Et ces régimes ont marqué l'histoire car ils ont excellé dans l'art de faire la guerre. N'est-ce pas en raison du rapport de domination que la poudre exerce sur le café, que la quasi-totalité du continent sud-américain adore la Sainte Vierge mariée par l'Espagnol? N'est-ce pas en raison de l'ascendance qu'a le fusil sur l'arc que l'aborigène d'Australie a aujourd'hui comme souverain la reine Élisabeth II? Alors, c'est vrai que certains pourraient m'opposer que j'ai fait le choix, assurément arbitraire, de me focaliser sur une époque barbare qui est révolue. Et je conçois que beaucoup ne puissent considérer la loi du plus fort comme la norme suprême, en particulier les publicistes. Et je conçois qu'il peut être difficile pour vous d'admettre que si un État devait dominer le monde, alors s'il devait y en avoir un, cet État devait être celui qui est le meilleur militairement. Si par exemple, un État venait à se construire sur les cadavres de dizaines de millions d'autochtones, s'il assurait le maintien de son idéologie en bombardant l'autre bout du monde au napalm, et si ce même État venait à faire usage de l'arme nucléaire sur des civils, vous ne pourriez pas admettre que cet État soit celui qui va marquer notre époque et notre temps. Vous ne le pourriez pas. Mais d'aucuns pourraient vous répondre « Yes, we can ». Alors ne voyez pas à travers cette plaidoirie un réquisitoire contre l'homme. Pour citer Al Pacino dans le film L'associé du diable, je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections, parce que moi, j'aime l'homme. Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier. Il ne faut pas avoir honte de notre nature, de ce besoin d'être meilleur, de gagner. In fine, l'homme, comme les autres,
cherche avant tout à assurer sa subsistance et celle de sa descendance en étant plus fort, plus intelligent, plus rusé que les autres animaux. En réalité, je suis convaincu que c'est l'hybris qui nous pousse à vouloir faire de nous des êtres tellement supérieurs et différents du reste du vivant que l'on serait plus qu'un simple constituant de la chaîne alimentaire, usant des aptitudes dont le bon Dieu nous a gratifiés pour prospérer le temps de notre existence. Alors, ces rapports de force n'ont heureusement pas uniquement engendré de la guerre, du sang, des veuves et des orphelins. Songez une seconde aux accomplissements grandioses de l'homme. À votre avis, que va-t-il rester dans notre société dans un siècle, dans un millénaire? Et qu'avons-nous conservé des siècles passés? Et surtout, à quoi le devons-nous? Alors, au risque de vexer les adeptes de la terre plate dans l'Assemblée, je vais vous rappeler les bienfaits de la guerre froide, rapport de force par excellence du dernier siècle, à qui l'on doit la conquête spatiale. Il est vrai que les ancêtres des insoumis ont pris un excellent départ en envoyant pour la première fois un satellite artificiel en orbite autour de la Terre, Sputnik 1. Alors ni une ni deux, il n'en fallut pas plus aux Américains pour donner les moyens à la NASA de rivaliser. Et voilà que moins de 15 ans plus tard, l'histoire gravait dans sa mémoire les mots de Neil Armstrong. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Au rapport de force, nous devons également les Jeux Olympiques, qui sont le fruit de la compétition, chaque athlète ayant à cœur de se mesurer aux autres et de défendre ses couleurs et sa nation. Il y a des exemples dans tous les domaines. Les opéras de Wolfgang Amadeus Mozart auraient-ils traversé les époques s'ils n'avaient pas été en compétition avec ceux de Salieri? Auraient-ils seulement existé si à cette époque le Saint-Empire romain germanique n'était pas ce qu'il était? Alors cet héritage, on le trouve dans le droit aussi, bien sûr. Évidemment, il nous faut parler de droit, car un juriste, en particulier un néophyte, a toujours l'outrecuidance de penser que sa filière est largement supérieure à celle des autres. Il ne manquera donc jamais d'évoquer sa filière lors d'un concours d'éloquence, de pâtisserie, ou lors du concours de Scrabble de son département. Élection, mot en 8 lettres. D'ailleurs, je parie que vous ne saviez pas que le suffrage universel a été obtenu à la suite de la Révolution de 1848, troisième Révolution française. Je l'ai vu lors de mon cours d'histoire du droit pénal. Voilà le genre de remarques que je risque de vous infliger si vous faites le choix de ma compagnie. La République, le droit de vote des femmes, les augmentations du SMIC, les acquis sociaux, ne font partie de notre droit uniquement parce que des femmes et des hommes ont eu la volonté de mettre toute leur énergie, d'opposer toute leur force à la défense de leurs idéaux. Alors je tiens à conclure en disant ceci. Le fait que l'histoire ne soit qu'un rapport de force permanent n'est pas une thèse cruelle ou dramatique. Au contraire, cela veut dire que chacun d'entre nous peut marquer l'histoire s'il se transcende, s'il est prêt à donner le meilleur de lui-même, s'il est prêt à ne jamais renoncer devant l'adversité et les épreuves. Ainsi, un étudiant, moi, même en étant loin d'être le plus intelligent ni le plus brillant, peut clamer quelques mots malgré la crainte de bredouiller et d'être ridicule, et en imitant du cœur et en s'efforçant de vaincre l'angoisse qui est la sienne lorsqu'il regarde le public qui le dévisage, cet étudiant peut commencer à écrire ainsi sa propre histoire. Je vous remercie. Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, très chers contradicteurs, cher public. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ouvrez bien grand vos oreilles, car vous assistez aujourd'hui, samedi 16 mars 2019, à l'incroyable match retour, opposant le Soleil Mehdi à l'Étoile Estelle. Voilà le match ultime, le tournant décisif. La cerise sur le pompon, sur la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur le gâteau. Alors, mesdames et messieurs, est-ce là un rapport de force? Ce n'est pourtant pas la manière dont je le ressens. Voyez-vous,
La plaidoirie de mon contradicteur m'a touché en plein cœur. Et même si on s'affronte, je n'ai pas honte de le dire. Qu'en l'écoutant, j'en sors grandi. Son discours m'a beaucoup appris, et cela, ça n'a pas de prix. Défendre et voir les choses sous des angles différents nous permet de nous enrichir et de partager nos idées. Donc non, pour moi, ce n'est pas un rapport de force, mais une conjugaison de savoir. Alors, certains ici peuvent me penser un peu idéaliste, car évidemment, cette joute verbale peut être perçue comme un rapport de force. Car, je le rappelle, la force, ce n'est pas seulement la force physique, ça peut aussi être la force mentale, psychologique. Il s'agit en l'espèce, aujourd'hui, de la force par la parole. Et n'est-ce pas la plus belle des forces? Pour autant, ce rapport de force est-il permanent? Personnellement, j'en doute fort, car être permanent, cela signifie perdurer dans le temps. Alors que ce rapport de force, il existe aujourd'hui, à cette heure précise, maintenant, et seulement maintenant. Mais dès lors que les mots s'envoleront, et que le silence fera place ultime dans cette salle, alors le rapport de force disparaîtra. Nous n'allons tout de même pas aller nous battre à la sortie, du moins j'espère. Mesdames et messieurs, c'est la même chose pour l'histoire. La grande cette fois, avec un grand H. Alors, Madame la Présidente, membres du jury, mesdames et messieurs, l'histoire est-elle un rapport de force permanent? La réponse est non. L'histoire ne saurait être réduite à un simple rapport de force permanent, et heureusement d'ailleurs. Car tout d'abord, l'histoire, si elle est composée de rapports de force, ceux-ci ne sont jamais permanents. Ensuite, l'histoire ne peut pas être définie seulement comme un rapport de force, mais aussi par une unité. Et enfin, nous allons voir tous ensemble que ce ne sont pas les rapports de force qui font l'histoire, mais bien autre chose, vous allez voir. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé, pensait Pascal. Car rien n'est jamais acquis, et rien ne peut jamais être permanent. Le philosophe Hegel disait que toutes les institutions, les événements et les individus sont un processus en constante évolution. Rien n'est éternel dans l'histoire, sauf le changement lui-même. Alors, à partir de cette théorie, prenez bien tous les exemples que vous voudrez, et vous verrez qu'aucun rapport de force n'est jamais permanent. À l'époque féodale, les seigneurs devaient se soumettre au roi, et pourtant, petit à petit, ils se sont enrichis jusqu'à s'émanciper, car leur situation n'était pas figée. Ensuite, beaucoup pensent que l'histoire est faite de guerres et de conflits. Mais la guerre ne fait pas avancer l'histoire. Les guerres ne sont qu'un jalon jaloux de l'histoire. Les guerres ne peuvent pas être permanentes, car à la fin de la guerre, on range les épées et on fait la paix. On signe des armistices et on tire des feux d'artifice. On crée des alliances en toute bienveillance. On supprime les rapports de force. Et lorsque le rapport de force s'éteint, alors l'histoire peut enfin avancer. La paix doit être établie par une structure juridique qui va partout où naissent des rapports de force les remplacer par des rapports de droit, nous disait notre cher Emmanuel Kant dans son projet de paix perpétuelle. C'est là tout l'enjeu de l'ONU et de la construction européenne. L'histoire ne progresse réellement que lorsque les peuples mettent leurs forces en commun pour atteindre la paix. Cette vision d'Emmanuel est bien communicante. Donc, si on résume, époque féodale, rapport de force, pas permanent. Guerre mondiale, rapport de force, pas permanent. Tension internationale, rapport de force, pas permanent. Et même mes cheveux n'ont toujours pas de permanente. Les rapports de force ne sont jamais permanents, car il est toujours possible pour les hommes et pour les femmes de changer les choses, de bouleverser les équilibres institués, de se lever et s'élever pour la paix. Nous devons d'être acteurs et non spectateurs de nos vies, acteurs de notre histoire et de la grande histoire.
Ne tombez pas, mesdames et messieurs, du côté obscur de la force. L'union fait la force, mesdames et messieurs. L'union fait la force. Vous connaissez tous cette expression. L'histoire ne peut pas être un rapport de force permanent, car elle est marquée par une profonde unité dans sa diversité. L'histoire ne s'est pas construite au gré des guerres destructrices, mais bien par un développement constant des alliances, des partenariats, des échanges entre tous et par tous. Les rapports de force, s'ils sont nécessaires à l'histoire, ne s'arrêtent et l'histoire n'avance que lorsqu'ils cessent. L'humanité progresse parce que nous avançons ensemble et non les uns contre les autres. Mesdames et messieurs, l'histoire, la grande histoire, elle n'est pas faite que de rapports de force, mais d'une mise en commun des forces. L'histoire est marquée par de profonds moments de solidarité. Les catastrophes naturelles, oui, les catastrophes naturelles, mesdames et messieurs, les vraies. Je ne parle pas là de certains politiciens véreux ou de chanteuses à vérole, mais bien du plus profond des chaos, des terres et des cieux. Les ouragans comme Katrina, les éruptions du Vésuve, les tremblements de Richter et même ceux de Chirac. Prenez l'exemple des tristes inondations qui ont eu lieu dans l'Aude en octobre dernier. Voilà bien un bel exemple de solidarité. Une solidarité qui n'est autre que la mise en commun des forces. On oublie là tout rapport de force entre voisins, entre riches et pauvres, entre un peu mouillés et totalement trempés. La violence, mes chers amis, la violence n'engendre que la violence. Et c'est seulement la paix qui est le réel moteur de l'histoire. C'est la solidarité, et cette seule solidarité, qui a permis de passer de la tristesse des habitants de l'Aude à la joie. L'histoire n'est pas qu'un rapport de force, mais une unité. Et Ernest Renan le disait déjà, l'histoire est un héritage commun, une conscience collective. « Eureka !» s'écria Archimède lorsqu'il sort de son bain. Mais quel rapport, me direz-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Ce qui fait l'histoire, ce ne sont pas les rapports de force. Ce qui fait l'histoire, ce sont les découvertes, les inventions, l'homme qui se dépasse, qui se surpasse. Voilà la dernière pièce du puzzle de ma démonstration. L'histoire débute d'ailleurs avec une invention, celle de l'écriture. Et nos plus belles inventions sont apparues en temps de paix, lorsque ces hommes et ces femmes ont cessé de se battre pour avancer ensemble pour le bien commun de l'humanité tout entière. Nous ne remercierons jamais assez tous ces grands inventeurs. Merci à toi, Gutenberg, d'avoir inventé l'imprimerie, tu as fait bonne impression. Merci à toi, Li Yongfang, d'avoir inventé le thé au jasmin. Merci à toi, Pythagore, d'avoir inventé le thé au rhum. Et merci à toi, des proches, pour les si bonnes blagues que tu viens d'inventer. Grâce à Tesla, nous avons le courant alternatif dans nos foyers. Grâce à Tim Berners-Lee, nous avons accès à Internet. Et tous ces génies, ils n'ont pas décidé de garder leurs bébés pour eux égoïstement, mais bien de les partager à tous. Cher public, pour conclure, l'histoire comme rapport de force permanent n'est qu'une imposture. Je vous en conjure, cela ne peut mener les humains qu'à une terrible censure. L'histoire n'aura de cesse d'évoluer quotidiennement, et ce jusqu'à la fin des temps. Très cher contradicteur, vous affronter de nouveau aura été un plaisir et un honneur. Madame le doyen de la faculté de droit, plaider devant vous aura fait ma plus grande joie. Monsieur le doyen de la faculté des sciences historiques, je vous l'accorde, tout ceci n'est pas très archéologique. Enfin, mesdames et messieurs du jury, je vous offre, tout en poésie, ma dernière plaidoirie. Merci. Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public, chères contradictrices, j'aimerais tout d'abord vous faire part du plaisir délicat qui a été le mien de vous affronter à nouveau. En effet, je ne pense qu'il ne peut y avoir de grandes finales, ni de grands gagnants ou de grandes gagnantes sans un grand adversaire, et je pense avoir trouvé mon grand adversaire aujourd'hui.
Alors vous avez commencé par débuter votre plaidoirie en faisant un parallèle avec ce même concours d'éloquence. Et je pense que l'éloquence est un rapport de force en réalité, puisque à l'époque déjà de la Rome antique, de la Grèce antique, pardon, eh bien il y avait les sophistes qui s'opposaient à ceux qui pensaient détenir la vérité. Et je pense qu'il est extrêmement arrogant de penser détenir la vérité qui n'appartient qu'au divin et non pas aux hommes. La réalité, c'est que celui qui va gagner ce soir, ou celle qui va gagner ce soir, est celui qui aura été le plus éloquent, qui aura, dans son rapport de force à la parole, aura été le meilleur. L'histoire, ce n'est pas une guerre perpétuelle. Mais il faut avouer que l'histoire, c'est quand même beaucoup plus de guerre que de paix. La plupart de nos jours fériés sont des armistices, certes, mais ce sont les armistices des guerres que nous avons gagnées. Et puis, il faut reconnaître que l'Europe, qui est certes la mise en commun des forces, le partage culturel, mais c'est aussi la fin du rapport de force militaire pour pouvoir construire une entité qui puisse rentrer dans un rapport de force économique face aux grandes puissances qu'il y a. Les États-Unis, la Chine. Donc, au final, un rapport de force n'est pas perpétuel, mais c'est un rapport de force qui se substitue à un autre indéfiniment. Vous avez traité également des découvertes et des inventions qui ont pu être les nôtres. Il faut reconnaître qu'un grand nombre de ces inventions, à l'origine, étaient destinées au pouvoir militaire. Einstein a d'abord utilisé l'énergie radioactive, d'abord pour en faire une arme. De même, Internet, à l'origine, était utilisé pour les militaires. Donc, les militaires ont toujours eu ce grand intérêt, l'armée a toujours eu ce grand intérêt pour le progrès technique et technologique, puisque c'est à travers ces moyens, ces nouveaux moyens, que l'on peut trouver la force, la capacité d'être meilleur que son voisin, d'être meilleur que son ennemi, ou d'impressionner les autres. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'un rapport de force, que l'histoire est un rapport de force, puisque cela permet de mettre de l'égalité entre les hommes. Il n'y a donc pas de race qui soit supérieure aux autres. Depuis la préhistoire, c'est toujours le rapport de force qui est le maître, qui décide de qui est le maître et de qui est le sujet. Et je cite ici Yasmina Khadra. De même, l'histoire des dieux et de la religion en dit beaucoup plus sur l'homme que sur le divin. Il se trouve que le premier homme à décéder était Abel, tué par son frère Caïn. Et ce qui nous montre que les hommes ont toujours eu cette propension à la violence. Et cette propension à vouloir être meilleur qu'autrui. De même, vous l'avez justement fait remarquer, le rapport de force n'a pas nécessairement à être violent. On peut avoir des rapports de force non violents. Martin Luther King, par exemple, ou Gandhi, ont obtenu beaucoup pour leur communauté et pour l'humanité, non pas en faisant usage de la violence, mais en entrant dans un rapport de force, mais cette fois-ci non violent. Un rapport de force n'est pas seulement se battre, ce n'est pas seulement tuer, c'est dire non, c'est l'adversité, c'est défendre ses idées et ses principes. Et il faut reconnaître aussi dans l'histoire qu'il y a une grande place pour l'art, par exemple. Mais l'art, c'est souvent les récits de la guerre. C'est le rapport de force par excellence à travers le 13 de Mayo de Francisco Goya ou bien Guernica de Picasso qui font les récits de la guerre et des rapports de force qui s'imposent parfois aux hommes. De même, on va trouver ces rapports de force dans Germinal ou dans Les Misérables. Et on va voir les plus faibles résister face aux plus forts. Le dominé dire non au dominant. Les inventions et les découvertes dont vous nous avez fait part sont les symptômes de cette énergie que mettent les hommes pour se surpasser, pour être meilleurs que les autres. Alors je terminerai en disant simplement ceci. Si je sors perdant du rapport de force qui nous a opposés aujourd'hui, je ne vous en tiendrai pas rigueur, je n'en tiendrai pas rigueur au jury, car en surpassant et en m'efforçant d'être meilleur que vous, même si je n'y parviens pas, j'en sortirai assurément grandi. Je vous remercie.
Alors, je tiens tout d'abord à remercier mon cher contradicteur pour sa très bonne plaidoirie, à mon tour. Malgré tout, je souhaite revenir sur certains points dont il a évoqué. Alors, tout d'abord, quand vous nous dites que l'histoire est marquée toujours par la loi du plus fort, il est sûr qu'au fondement de notre histoire, les hommes vivent dans un rapport de force permanent. Mais voilà bien que le contrat social essaie de répondre à cet état de nature, à cet état de guerre permanent, perpétuel, pour en changer la direction. Rousseau nous a bien dit que nous avons décidé tous ensemble de mettre en commun notre force pour éviter que nos intérêts particuliers viennent nous désarmer et que le rapport de force perdure. Donc il a existé un jour un rapport de force, mais il n'est plus permanent, il n'est pas permanent. S'il a existé, aujourd'hui, il n'est plus, donc il n'est pas permanent. Et c'est une privatiste qui vous le dit. Ensuite, vous nous avez parlé de la guerre froide, en tant que guerre psychologique entre plusieurs alliances. Ce à quoi je vous répondrai que la guerre froide ne fait pas avancer l'histoire. L'histoire n'est pas un rapport de force permanent, car elle n'avance pas, elle est bloquée lorsque le rapport de force perdure et prime sur le reste, sur l'alliance. En effet, la grande histoire est bloquée, mais aussi la petite histoire. Pensez à toutes ces personnes qui ont été séparées par le mur de Berlin. Leur histoire était en pause, n'a pas pu avancer, et leur vie a repris lors de la chute de ce mur. Voilà pourquoi il est important, toujours, de mettre en commun nos forces et de construire des alliances et de ne jamais cesser de les développer. Grâce à cela, nous pouvons répondre à nos instincts en les gardant pour nous et en les supprimant pour notre force commune. Vous l'avez dit, les rapports de force ne sont pas forcément que violents, ils peuvent être pacifiques, comme Gandhi ou Martin Luther King. Mais pour moi, ceci est une force et non un rapport de force. C'est une force individuelle, c'est une force collective aussi. Et on tire de cette force le meilleur de nous-mêmes. Voyez, en ce moment même, avec les marches du climat, il est possible de tirer la meilleure force de nous, une force collective, et non un rapport de force permanent, qui n'est que négatif. Il est possible de répondre à ces divers rapports de force par une désobéissance civile, tout simplement. Voilà pourquoi la mémoire sera toujours importante. Et je voudrais citer ici Nietzsche, qui disait que l'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue. Merci. Madame, Monsieur, merci. Nous allons passer aux questions du jury. Alors, comme vous avez concentré les deux micros sur la table, je vais vous demander de bien vouloir nous en transmettre un, de sorte que tout le monde puisse bénéficier de cet outil. Et sans plus attendre, donc, je vais confier le micro à l'un des membres du jury qui voudra bien poser la première question. Merci.
Alors j'ai une question pour Madame Dollier. Je ne sais pas si j'écorche le nom. Très bien. Alors, dans votre plaidoirie, je constate que vous opposez systématiquement la question du rapport de force et de l'alliance. Pour vous, ça a l'air d'être deux choses qui sont antinomiques. Mais est-ce que, d'une certaine manière, on ne peut pas dire que une alliance ou une union ne soit pas un rapport de force? Et de ce type de rapport de force, n'en tire pas-on des choses bénéfiques? Alors, pour moi, les alliances ne sont pas le contraire des rapports de force, mais ne sont pas des rapports de force. Ce sont une mise en commun de la force pour former une force collective. Et donc, est-ce que ce n'est pas un rapport de force, puisque finalement, tirer une force collective, c'est imposer un rapport de domination collectif? Par exemple, si vous prenez, je ne sais pas, l'exemple des alliances entre les États contre le terrorisme, est-ce que d'une certaine manière, c'est une alliance? Mais est-ce que ce n'est pas un rapport de force et de domination, par exemple? Non, pour moi, ce n'est pas un rapport de force, mais bien une mise en commun de la force, car cette mise en commun de la force est tournée vers un même but, un ultime objectif, et c'est cette coopération et cette cohésion qui va marquer cette alliance. Tout ce développement a pu se faire justement contre le rapport de force. Et s'il existe même des rapports de force, par exemple, dans ces alliances, au sein de différents pays, comme vous le dites, je pense, ces rapports de force ne sont pas permanents. Et voilà pourquoi je soutiens cette thèse. L'histoire n'est pas un rapport de force permanent, car même s'il existe parfois des rapports de force dans les alliances, ceux-ci ne sont pas permanents. Justement, on essaye de plus en plus de limiter ces rapports de force. Je vous remercie. Oui. D'abord, félicitations pour vos deux plaidoiries magnifiques. Je vais commencer par une question, si vous me permettez, très indiscrète. Vous avez quel âge? Alors moi j'ai 25 ans. 23 ans. Ah, écoutez, moi j'en ai beaucoup plus. Ça ne se voit pas, mais enfin ça va se remarquer. Pas du tout. Je vous trouve tous les deux d'un pessimisme effroyable. Je suis moins. Non, je voudrais vous demander tous les deux de commenter deux choses. Alors pour comment dire, ne pas apparaître comme particulièrement orienté, je vais commencer par une phrase de Saint-Just. Vous connaissez Saint-Just, un grand orateur de la Révolution française. Il a eu cette phrase juste avant sa mort, avant le 9 Thermidor: les malheureux sont les puissants de la terre. Je vous demande de commenter cette phrase. Et il a été question. Ah oui, non, c'est important parce que c'est les puissances, donc ils sont dans le rapport de force, mais enfin ils sont malheureux avant d'être dans le rapport de force. Et la deuxième chose, il était question des jours fériés, voilà, la jour des fêtes nationales. C'est surtout la fête des saints. Et parmi les saints, il y a beaucoup de martyrs, beaucoup de faibles. Je pense à Sainte Thérèse de Lisieux, à Saint Yves, mon saint patron des juristes, n'est-ce pas, entre le riche et le pauvre. Enfin, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une autre force dans l'histoire? D'ailleurs, l'étymologie de la force, en grec, ce serait quoi? L'énergie, le pouvoir, c'est pas la force? Voilà. Je vous demande de commenter ce point. En quoi le malheur, ou les malheureux, ou les pauvres, les non compris, peuvent être une force? Je vais commencer si vous le permettez. Alors je pense tout d'abord que le bonheur ou le malheur, c'est un état qui est indépendant de sa situation personnelle. Donc on peut être très puissant, très riche et être malheureux ou être le malheur. Et de la même façon, on peut être dans une extrême précarité, que ce soit au niveau de la santé, économique, et malgré tout trouver beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à son existence. Et pour rebondir sur la question des jours fériés, alors il est vrai que la grande partie des jours fériés que nous avons en France, ils sont issus de notre héritage chrétien. Mais si on a cet héritage chrétien, c'est justement parce qu'il s'est imposé par la force. La religion, elle s'impose sur les territoires à travers des conquêtes, à travers des batailles.
par exemple, les chrétiens et le catholicisme, il a dû s'imposer en étant dans un rapport de force par rapport à l'Empire romain et à la religion qu'il y avait auparavant. Donc il fallait pouvoir imposer ce dogme et cette religion-là, et ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit, mais justement parce que des gens ont défendu leurs convictions. Alors tout d'abord, pour répondre à cette citation de Saint-Just qui disait que les malheureux sont les plus faibles, justement, les malheureux, on le voit, sont imprégnés d'une certaine solidarité entre eux. Et selon moi, par cette solidarité, leur malheur s'efface. Et c'est bien cela qui fait s'évanouir tous les rapports de force. Quand vous voyez les Restos du Cœur, les Emmaüs, toutes ces associations qui se sont développées en France, voilà bien quelque chose qui supprime tous les rapports de force. Ensuite, pour répondre à la question sur les jours fériés, pour moi, ces jours fériés viennent, oui, d'un héritage chrétien, vous avez dit, mais pour moi, c'est un héritage commun. Et c'est justement cette définition de l'histoire que je reprends de Ernest Renan, qui dit qu'une nation est faite du passé et du présent. Et le passé, c'est l'héritage commun, la conscience collective. Donc, voilà pourquoi l'histoire n'est pas un rapport de force permanent, mais bien une force commune, une conscience collective qui remplit notre devoir de mémoire. Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier déjà pour vos prestations à tous deux, qui montrent effectivement que vous avez passé du temps à acquérir ce qu'on pourra appeler de la culture, mais d'une culture dont vous vous servez, qui a une activité en vous-même, dans votre personne. Et ceci étant dit, ce que je vais regretter le plus, je vais l'adresser à tous deux aussi, c'est que vous avez une approche de l'histoire, du rapport de force, qui ne fait quasiment aucune place à la dimension symbolique. Vous parlez de guerre de religion, mais vous parlez pas de la hauteur des clochers, etc. Vous avez compris, chaque propriété matérielle se redouble d'une dimension symbolique. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'était vrai chez les Grecs, sinon pourquoi le Parthénon, etc. un peu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et quand on parle de guerre froide, par exemple, puisque vous avez mobilisé des grands moments du XXe siècle, j'ai l'impression que vous omettez le fait que les gens s'opposent, mais sans qu'il y ait transgression, je dirais, géographique ou humaine, ils s'imposent par des images, par des symboles. Donc là, je m'adresse à tous deux. Comment se fait-il, donc, je vous le demande, moi, j'aimerais être éclairé, que vous ne mobilisiez pas cette dimension symbolique. Et vous qui avez cité les Jeux Olympiques, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas, comme certains journalistes l'ont écrit, une sorte de guerre symbolique entre des États? On compte les médailles en or, d'argent, de bronze, etc., les 0 médailles. Et je vais vous donner un exemple symbolique sur votre propre terrain des Jeux Olympiques. Quand en France, la télévision s'est développée, on a pu voir les Jeux de Rome, les Jeux Olympiques de Rome en 1960, avec une France qui se caractérisait par 0 médaille d'or, 1 médaille d'argent d'un Français, certes, mais un Catalan, et puis 1 médaille de bronze, certes aussi, mais d'un Alsacien, de Célestat en lutte. Réaction politique devant cette vexation symbolique, une politique sportive, on appelle Marceau Crespin aux affaires, il faut absolument que la France se redresse, etc. On construit fonds Romeu pour entraîner les athlètes, etc., plein de choses. On voit bien qu'il y a là un rapport de force symbolique entre les États,
c'est pas la guerre. Donc, ça sera ma question pour tous les deux. Je vais commencer si ça vous dérange pas. Alors, en effet, les Jeux Olympiques sont un rapport de force permanent entre les États. Un rapport de force entre les États. Mais ce rapport de force n'est pas permanent. Car il commence lorsque les Jeux Olympiques commencent, il termine lorsque les Jeux Olympiques terminent. Toute la géopolitique ne va pas dépendre du résultat des Jeux Olympiques. C'est bien un rapport de force qui existe à un moment précis et qui se termine à un autre moment précis. Ce n'est pas un rapport de force permanent. Ensuite, concernant la dimension symbolique de l'histoire, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma plaidoirie, mais je pense que cette dimension symbolique peut être un instrument pour limiter les rapports de force. Par exemple, aujourd'hui, l'écriture égalitaire, l'écriture inclusive, l'Académie française qui reconnaît la féminisation des métiers. Pour moi, c'est cette dimension symbolique qui permet de limiter les rapports de force, qui ne seront donc pas permanents. Donc la symbolique, dans l'histoire, peut servir à contourner les rapports de force. Alors pour la dimension symbolique de l'histoire, à titre personnel, moi je suis convaincu qu'il y a énormément de symboles qui sont conservés, mais qui sont conservés justement par ceux qui gagnent, par les vainqueurs, puisque souvent on va voir dans les guerres que le vainqueur va détruire un petit peu l'héritage culturel, artistique, symbolique du vaincu. Et même si c'est les rapports de force, ils sont pas forcément physiques, violents ou conflictuels, ça peut être des rapports de force qui sont idéologiques et qui se déplacent sur d'autres terrains. Donc on l'a vu par exemple avec les Jeux Olympiques. Pendant justement la guerre froide, il y avait toute cette compétition entre les athlètes de l'URSS et les athlètes américains. Et donc même si c'est un rapport de force qui est encadré par des règles, donc ça va être dans un sport, ou bien à travers le jeu d'échecs, ou à travers la conquête spatiale, ça reste malgré tout un rapport de force puisqu'il s'agit d'être meilleur que son adversaire. Il s'agit d'aller plus loin que son adversaire, d'aller là où il n'est encore jamais allé. Donc ça reste, à mon sens, dans l'idée que l'histoire est un rapport de force permanent. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je vous remercie également. Je vais commencer par monsieur. On vous parle d'étymologie, l'étymologie de la force. On vous parle de dimension symbolique également. Et moi, je constate que pendant votre plaidoirie, vous vous concentrez sur la force comme une notion de violence. Et je vous pose la question suivante, qui est aussi une question par rapport au symbole. C'est qu'en réalité, est-ce que ce n'est pas l'art qui a finalement le plus marqué l'histoire? Est-ce que Louis II de Bavière n'a pas plus marqué l'histoire en construisant le Neuschwanstein que certains de ses voisins des États allemands qui ont pu faire la guerre à outrance? Est-ce que, etc. Vous parlez de la conquête de l'espace. Est-ce que précisément c'est pas le troisième concerto brandebourgeois qu'on a envoyé dans l'espace auprès de vie extraterrestre, etc. Version de Karl Richter d'ailleurs. Ça serait une question pour monsieur. Et pour madame, lorsque vous nous faites une liste des inventeurs et que vous dites que ces inventeurs n'ont excellé qu'en temps de paix et qu'en réalité l'histoire n'avance qu'en temps de paix, moi je vous pose la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'au contraire, il faut une grande tourmente intérieure pour inventer les plus belles choses? Vous nous avez parlé de l'Ode à la joie. Est-ce que la 9e symphonie n'est pas précisément l'œuvre d'ouverture du Sturm und Drang allemand? Plus tard, dans votre duplique, vous nous avez parlé de la guerre froide. Est-ce que la guerre froide n'est pas précisément ce qui nous a permis d'avoir toutes ces symphonies de Shostakovich? Vous permettez que je débute? Alors vous avez mentionné l'art, et je pense que l'art,
pour une bonne partie de l'art, c'est le récit des victoires, c'est le récit des victorieux. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, à travers l'art, on peut avoir des récits de rapports de force. Donc, par exemple, à travers Les Misérables, on peut voir le petit peuple parisien qui se révolte. À travers Germinal, on peut voir le prolétariat qui se rebelle. Et donc, ces traces que l'art laisse dans l'histoire font aussi le récit de rapports de force. Et à travers la symbolique, on va avoir les vainqueurs qui vont nous conter leur prouesse. Alors, vous m'avez dit que l'art, les meilleures symphonies pouvaient être créées lors de conflits, finalement, et pas lors de la paix. Ce à quoi je vous répondrai que ces choses qui sont créées, qui sont inventées en temps de guerre, elles sont appropriées par des personnes qui sont les plus fortes. Elles ne sont pas partagées à tous. Alors qu'en temps de paix, on peut partager toutes les inventions. La guerre, le conflit, le rapport de force bloque l'histoire et ne permet pas qu'elle avance, car les inventeurs seront forcément bloqués par un manque de moyens pendant les guerres, des circonstances de force majeure qui vont faire que, par exemple, à un certain moment donné, ils vont devoir simplement mettre en pause leurs idées. Ils vont être accaparés par autre chose. Ils ne pourront pas se donner pleinement à leurs inventions. Ils ne pourront pas être partagés que par cela dans leur cerveau. Forcément, ils seront inquiets de la situation de leur pays. Forcément, ils seront inquiets d'autre chose. Et pour moi, un artiste ne peut s'épanouir que lorsqu'il ne consacre sa vie qu'à son art, et non en s'inquiétant d'autre chose. Merci beaucoup. Peut-être une question à vous, madame. Vous venez d'évoquer un certain nombre d'éléments, mais finalement, vous semblez considérer que le rapport de force ne permet pas l'évolution et le progrès. Est-ce que vous pourriez revenir sur ceci? Oui. Alors, le rapport de force ne permet pas l'évolution et le progrès, car pour moi, ce qui permet cette évolution, ce progrès, c'est bien la mise en commun des forces. La multiplication de chaque force, l'addition de chaque force qui fera une force commune. Et c'est grâce à cela que l'on avance mieux. C'est plus difficile d'avancer lorsque quelqu'un vous met des bâtons dans les roues. Alors que quand tout le monde vous soutient, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Tout le monde a besoin de soutien. C'est cette mise en commun de la force qui permet de faire avancer l'histoire. C'est cette solidarité qui doit primer, selon moi. Merci. Monsieur, vous avez beaucoup insisté sur les résultats du rapport de force. Est-ce que vous pourriez nous faire part des modalités que revêt le rapport de force? Alors, à travers les modalités du rapport de force, souvent, on va avoir des entités qui vont essayer d'imposer leur idéologie, leur domination, qui vont essayer de démontrer qu'ils ont raison, puisque la plupart des sociétés et des hommes, ils ont toujours eu deux grands défauts, c'était l'hybris
et ensuite de penser que leur idéologie, elle était profondément meilleure que celles qui les ont précédées et que celle de leurs voisins. Donc c'est à travers les rapports de force, que ce soit scientifique, militaire, économique, qu'on va essayer d'étendre son pouvoir et de démontrer aux autres, à ses voisins, à l'ensemble de l'humanité, à ses ascendants et à ses descendants, que ce qu'on fait, l'idéologie que l'on défend, c'est la meilleure. Et donc c'est à travers les rapports de force que ça se fait. Merci. Monsieur le doyen. Merci. Donc une question à tous les deux. Il a été question d'Ernest Renan et de sa définition de la nation, qui est une définition au fond de consensus ou d'adhésion. Alors je vais vous poser une question à laquelle je vous demande de répondre de manière très précise. Alors je la pose d'autant mieux que je ne suis pas alsacien, puisque je viens de l'ouest du pays chouan. Cette question concerne l'Alsace. Au fond, à votre avis, est-ce que c'est le rapport de force militaire prussien qui, après le bombardement de Strasbourg le 24 août 1870, l'a emporté? Ou est-ce que ce sont les victoires de l'armée française, qui ont en brutalité à peu près beaucoup d'équivalent avec celles de l'armée prussienne, qui l'ont emporté? Et aujourd'hui, est-ce que l'Alsace subit un rapport de force entre la France et l'Allemagne, ou est-ce que c'est pas autre chose qui a dépassé précisément ce rapport de force qui l'emporte aujourd'hui? Je vous remercie. Je veux une réponse précise. Oui, je peux commencer? C'est parti, je t'en prie. Merci. Alors, pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus ce rapport de force entre la France et l'Allemagne qui prime. Car moi non plus, je ne suis pas alsacienne, et j'ai remarqué, en arrivant cette année, que c'était vraiment l'amitié franco-allemande qui était développée ici. Et ceci, je l'ai remarqué très tôt, lors des commémorations du 11 novembre, auxquelles j'ai assisté et participé. À mon habitude, je le fais en Bretagne, et là, ce n'était vraiment pas la même dimension. J'ai vraiment vu cette amitié franco-allemande beaucoup plus développée qu'ailleurs. Et c'est ceci qui m'a touchée et qui m'a fait me rendre compte que les relations entre les États étaient importantes et que les alliances et les partenariats devaient toujours évoluer, être développés et ne jamais s'éteindre. Alors moi je suis alsacien et donc je pense que je dis pas de bêtises si je dis que historiquement l'Alsace-Moselle elle a beaucoup plus souvent été en termes de période, elle a plus longtemps été germanique que française. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours eu ce rapport de force entre les puissances allemandes et les puissances françaises pour s'approprier cette région et ces territoires-là. Mais au-delà du rapport de force qui peut exister entre la France et l'Allemagne, on peut noter qu'il y a un troisième rapport de force qui s'est dégagé, c'est le sentiment d'identité que les Alsaciens ils ont une profonde fierté pour leur région. Et on voit que ça se dégage en fait de ces deux grandes puissances qui se sont battues très longtemps pour se partager ce territoire. Ce qui s'en est dégagé, c'est un sentiment d'identité régionale et c'est ce qui fait que l'Alsacien, il y a beaucoup d'Alsaciens qui vont se dire Alsaciens avant même de se dire français, par exemple. Merci beaucoup, madame, monsieur. Je cherche monsieur Guig dans l'auditoire. Voilà. Formidable. Je propose, monsieur, que le jury se retire pour délibérer et que vous puissiez donner ensuite à l'auditoire les consignes qui vous paraissent opportunes. Pendant ce temps de délibération, vous êtes conviés au premier pot. Vous n'aurez qu'à aller au foyer nord. On se retrouve dans une trentaine de minutes.